Bonjour, Bonjour. Bonjour. bienvenue à tous. On attend que tout le monde se connecte. On a des personnes qui sont encore en salle d'attente et on va démarrer dans 2 minutes. Très bien. J'en profite pour vous demander, est-ce que vous voyez bien l'écran qui est projeté? Oui, Oui, merci Oui, beaucoup. très bien. Oui. Bonjour, merci à ceux qui nous rejoignent. On patiente juste 2 minutes pour démarrer. Vous pouvez profiter de ce moment pour vous renommer dans la visio en indiquant votre structure et puis vos noms et prénoms. Merci beaucoup. Bon, je vous propose qu'on démarre parce que bon, voilà, on a eu les 2 minutes d'attente. Merci à tous d'être présents. Bienvenue dans ce webinaire qu'on dédie aujourd'hui aux collectivités de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour vous présenter les ressources Catmo, Catmo et ses partenaires mettent à disposition gratuitement et que vous ne connaissez peut-être pas pour diagnostiquer, améliorer et préserver la qualité de l'air de votre territoire. Oui, allô. Le webinaire est enregistré. Le replay et le support vous seront adressés par mail. Alors, les services qu'on va vous présenter aujourd'hui, ils ont bénéficié du soutien financier de nos partenaires et de nos mécènes, soit pour le développement technique des plateformes, soit pour l'animation et la sensibilisation qui les accompagnent. Donc, je pense en particulier à la Captothèque, qui vous sera présentée tout à l'heure et qui a d'abord été déployée sur des territoires d'expérimentation, ce qui nous a permis en fait de consolider l'animation, d'aboutir à une méthode éprouvée et qui peut être aujourd'hui déployée sur l'ensemble de la région. Donc, merci à l'ensemble de nos partenaires qui nous ont fait confiance et qui nous permettent bien aujourd'hui d'être là et de vous présenter ces services. Je suis donc Marlène Duchâteau et je suis accompagnée aujourd'hui de Magali Benmati, Florent Rose et Guillaume Salk-Moreton qui ont œuvré au développement de ces services et nous allons vous présenter à tour de rôle différents outils. En premier lieu, les données qu'Atmo met à votre service et que vous pouvez réutiliser dans vos outils. L'application smartphone Air2Go, la carte stratégique Air, l'application Diac QAI qui va tout prochainement sortir sur la qualité de l'air intérieur, la Captothèque, des outils coopératifs sur l'ambroisie, dont un a été initialement développé par Atmo, mais qui est à la main aujourd'hui du RNSA. Et enfin, la plateforme Air Attitude. Donc, vous découvrirez au fil des présentations l'intérêt que ces outils peuvent présenter pour vous, soit en termes d'expertise dans le cadre de vos démarches territoriales, soit pour la communication que vous pouvez mener auprès des citoyens. Nous avons essayé autant que possible de vous montrer des exemples d'usages concrets qui ont été mis en place sur les territoires, donc par certains d'entre vous. Et nous consacrerons une demi-heure de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Je remercie Marion qui assure le chat aujourd'hui et le bon déroulement de ce webinaire. Elle peut vous assister en cas de difficulté. Ce qu'on vous propose, c'est de poser vos questions au fil de l'eau. On essaiera d'y répondre ou de les conserver à la fin afin que vous puissiez nous les poser directement. Le but étant
d'avoir un moment d'échange assez convivial. C'est l'occasion de vous réunir et donc aussi de partager sur des choses et sur vos besoins, faire part de vos besoins et de partager entre vous sur ce qui se fait sur d'autres territoires. Alors, sachez qu'il y a chez Atmo 4 correspondants territoriaux. Donc, ils se partagent, ils ont chacun un territoire de compétences sur la région. Ils ont pour objectif d'être à l'écoute des territoires et donc 3 d'entre eux sont présents aujourd'hui. Il y a Raphaël, Lise et Gladys, Guillaume n'ayant pas pu être présent aujourd'hui. Donc, ils participeront aux échanges et si à l'issue de ce webinaire, vous avez des questions plus précises sur vos projets ou des questions qui n'auraient pas été abordées, eh bien, on vous invite à prendre contact directement auprès d'eux. Je vous propose de démarrer sans plus attendre sur le premier point. Je vais vous présenter le site web, l'API et la plateforme Open Data d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, chaque jour, chez Atmo, il y a des techniciens, des chargés d'études, des ingénieurs qui produisent et qui collectent des données sur l'air que nous respirons. Et ces données, elles sont parfois souvent complexes. Donc, l'objectif, ça va être pour nous de les exploiter et de les façonner pour les rendre compréhensibles. Ces 3 outils, vous l'aurez compris, ils visent à partager les informations produites par l'Observatoire, mais ils ne s'adressent pas aux mêmes personnes et les usages qui en sont faits sont différents. Alors, en premier lieu, le site web de l'Observatoire, eh bien, c'est un portail où on a pour vocation de communiquer l'expertise d'Atmo dans un espace convivial et qui est abordable du plus grand nombre. Donc, vous allez par exemple pouvoir, dans ce site web, consulter la qualité de l'air du jour, la prévision du lendemain, les vigilances qui donneront lieu peut-être à des épisodes de pollution de la préfecture, des cartographies d'exposition, des études. Et dans ce site, il y a une information sur laquelle on va faire un focus. Il s'agit de l'indice Atmo. Alors, l'indice Atmo, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, il s'agit d'un indice qui est calculé chaque jour par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. C'est une information qui fait l'objet d'un arrêté ministériel, donc qui fait l'objet d'un consensus, pour présenter, eh bien, c'est une information qui est le plus simple et le plus pédagogique pour définir la qualité de l'air que chacun respire près de chez soi ou près de chez lui, plutôt près de chez lui. Donc, cette information, elle est sous forme d'un smiley, d'un qualificatif et d'une couleur. Et donc, on a souhaité vous la rendre diffusable facilement, au même titre que la météo, que vous pouvez par exemple mettre sur vos sites web. Et donc, pour ça, on a créé sur notre site web un widget. Donc, ça, c'est un exemple de widget pour la commune de Saint-Pons, dans l'Allier. Ici, vous n'avez pas le choix de la forme, mais c'est quand même la façon la plus simple et la plus rapide d'afficher la qualité de l'air dans vos outils, puisqu'il vous suffit de récupérer un code d'intégration. Donc, c'est juste voilà, ce code à copier-coller au même titre que vous souhaitez, par exemple, afficher une vidéo sur votre site web. Depuis l'été dernier, une élue de la commune de Saint-Pons, justement, a fait la demande d'afficher ce widget. Elle souhaitait communiquer la qualité de l'air à ses habitants. Et il se trouvait que cette commune avait Intramuros. Et donc, Intramuros a accepté de développer un module qualité de l'air. Donc, pour ceux qui ont ce service, eh bien, vous pouvez activer cette qualité de l'air dans cette application. Je passe maintenant à l'API d'Atmo. Alors, une API, qu'est-ce que c'est? C'est une interface de programmation et d'application et elle s'adresse plus à des développeurs. Donc, ça ne veut pas dire que vous, en tant que technicien des collectivités, vous ne pouvez pas y avoir accès, mais vous aurez probablement besoin de votre service informatique ou du gestionnaire de votre site web pour utiliser ce service. Alors, il permet de requêter à la demande des données de qualité de l'air qu'Atmo met à votre disposition pour les intégrer dans des applications ou dans vos services. Ici, contrairement au widget, vous allez pouvoir présenter la donnée comme vous le souhaitez et automatiser l'affichage. J'ai préparé quelques exemples qui ont été mis en place. Alors d'abord sur des plateformes web,
Donc, par exemple, ici, la commune d'Ebens qui a choisi de représenter l'indice dans son entièreté et de se situer de manière à ce qu'on ait une idée un peu du curseur. La métropole de Lyon également, sur la page d'accueil de son site web, propose cette information à côté de la météo. Et puis M Mobilité à Grenoble, eh bien, eux ont choisi de mettre le petit logo d'Atmo et au passage de la souris sur ce logo, eh bien, il y a des informations plus détaillées sur la prévision et comment est la qualité de l'air à ce moment-là. Ces exemples-là, on peut en avoir aussi dans l'espace public. Donc là, par exemple, ce sont trois modèles qui ont été développés donc, par Inspira. Donc à l'entrée d'une zone industrielle, il y a un panneau et bien, qui récupère l'information par l'API. Les Clermontois, eux, ont depuis 20 ans 4 polymètres dans la ville et je pense qu'ils connaissent tous, au moins, ils les ont tous repérés. C'est vraiment un symbole de la qualité de l'air à Clermont. Donc anciennement avec les girafes, puisque l'indice Atmo était représenté comme ça. Et ces polymètres donc indiquent la qualité de l'air. Et depuis l'année dernière, eh bien, il y a une météo de l'air qui tourne en boucle dans les transports en commun lyonnais. Enfin, il y a des dispositifs un petit peu plus conséquents, et notamment à Grenoble, peut-être que vous en avez entendu parler, le pylône du téléphérique de la Bastille, un endroit assez emblématique et visible de l'agglomération, eh bien, s'éclaire chaque soir aux couleurs de la qualité de l'air du lendemain. Donc là, on est vraiment dans un dispositif d'anticipation. Et cette information, elle est relayée sur les abris voyageurs qui sont un petit peu partout dans la ville pour afficher cette fois l'indice Atmo du jour et y associer des messages comportementaux adaptés, de manière à donner des conseils pour que les habitants puissent adapter leurs activités de plein air, leur mode de déplacement ou de chauffage en fonction de cet indice. Donc voilà des exemples en fait qui vous permettent de voir comment en fait donner accès à cette information soit sur vos sites, soit d'ancrer ce sujet de la qualité de l'air dans le quotidien de vos habitants. Enfin, la plateforme Open Data, donc il s'agit d'une plateforme de téléchargement de données. Et cette plateforme, elle a pour but de répondre aux obligations réglementaires de la directive européenne Inspire, qui vise à ce que toutes les données environnementales géographiques soient partagées, soient ouvertes, afin qu'on puisse faciliter leur réutilisation. Alors, elles sont plus utilisées à des fins d'analyse, pour croiser des jeux de données notamment. Et vous, en tant que collectivité, ça peut vous intéresser pour vos diagnostics, vos travaux de prospective, par exemple pour construire des indicateurs multithématiques. Donc j'en ai fini avec cette partie. Je vous ai remis les liens vers ces différents services et je passe maintenant la parole à Guillaume qui va vous présenter l'application smartphone Air2Go. Merci Marlène, bonjour à toutes et à tous. Alors comme nous venons de le voir, les données de qualité de l'air sont nombreuses et parfois peuvent sembler complexes pour le grand public. Et donc c'est à cet effet que l'application Air2Go a été développée. Alors on va le voir sur la prochaine slide. Si on considère en effet 5 polluants réglementés sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on obtient un petit peu plus de 60 milliards de données disponibles. L'idée de cette application, de ce service, était de venir intégrer toutes ces données dans une application pour que chaque citoyen puisse l'avoir dans sa poche. Donc, face à ce constat, Air2Go a été développé pour répondre donc aux besoins de simplification des utilisateurs. Alors, donc, cette application a été lancée en 2016. Et alors, on va le voir sur la slide suivante. Elle a été conçue pour répondre à 4 besoins utilisateurs et elle intègre donc l'indice national de prévision pour chaque commune, mais aussi les prévisions horaires à fine échelle sur l'ensemble de la région. On va retrouver aussi des cartes pour retrouver les endroits les moins exposés. Elle intègre également les vigilances pollution et les actions et les recommandations préfectorales donc à appliquer en cas de vigilance. Alors, donc, on va voir ensemble les 4 besoins pour lesquels a été conçue cette application. Donc, tout d'abord, il suffit de rentrer le nom de sa commune et on peut retrouver facilement donc l'indice communal, mais aussi les pollens et les recommandations sanitaires qui vont être mises en place sur votre lieu de résidence.
Ensuite, le deuxième besoin, donc, grâce à la prévision horaire donc, qui a été faite, euh, qui est disponible donc jusqu'à 48 heures, et grâce aux cartes fine échelle donc, qui sont intégrées dans ce service, ça permet donc aux utilisateurs d'anticiper ces sorties sportives en fonction donc de la qualité de l'air. Et de plus, donc, le troisième besoin pour lequel donc, a été conçue l'application Air2Go, donc on va le voir sur la slide suivante, c'est donc pour anticiper la possibilité en fait de décaler ou d'avancer ces trajets selon en fait l'évaluation pardon de son exposition individuelle qui va être pouvoir faite sur des trajets récurrents. Et donc, il va permettre à chacun et à chacune d'adapter sa mobilité, donc soit faire du report modal, de passer du vélo au transport en commun, ou bien l'inverse, ou bien aussi la possibilité donc de décaler ses trajets en fonction des concentrations de pollution que vous pourrez observer sur l'application. Enfin, donc, le quatrième besoin était de venir informer les utilisateurs des vigilances pollution et de leurs conséquences afin que chacun puisse adapter son comportement. Donc, on va retrouver des notifications, des informations détaillées et aussi les actions préfectorales qui peuvent être mises en place lors de vigilance pollution. Par ailleurs, donc, l'application Air2Go est connectée au service Air Attitude, pardon, et qui nous sera donc présenté un petit peu plus tard par Marlène. C'est un service qui permet d'évaluer l'impact de ces actions pour améliorer la qualité de l'air. Alors, on va le voir dans la slide suivante. Air2Go donc, a été noté par ses utilisateurs et obtient une note de 4,5 sur 5. C'est une application qui a déjà été téléchargée plus de 30 000 fois. Et selon les utilisateurs, donc, c'est une application qui est claire, pratique et très intuitive. Alors, en résumé, Air2Go donc, est le service idéal pour diffuser largement l'information de qualité de l'air auprès des citoyens. En effet, donc, il intègre les mesures donc, des particules fines, PM10, PM2,5, mais aussi d'autres polluants réglementés comme l'ozone, le dioxyde d'azote et les oxydes de soufre, mais également on va retrouver les pollens. Ce service est disponible sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi en Bourgogne-Franche-Comté et dans la région sud. Très prochainement, cette application sera déployée donc dans la région Hauts-de-France et dans la région Grand Est. Je vais donc maintenant passer la parole donc à Magali qui va nous présenter les cartes stratégiques. Bonjour. Donc, contrairement au service rendu par Air2Go qui permet d'avoir un aperçu de la qualité de l'air au quotidien, voire heure par heure, et d'adapter son comportement, la carte stratégique Air, elle offre une vision de la qualité de l'air sur un temps plus long, de façon à intégrer les enjeux de pollution atmosphérique au projet d'aménagement urbain en respectant la santé des populations. Donc, c'est un service simple pour favoriser la prise en compte de la santé dans l'urbanisme. En effet, la carte stratégique Air regroupe 7 cartes de qualité de l'air, je vous expliquerai comment, en une seule carte qui est stable dans le temps. Donc, à titre d'exemple tout simple, donc si vous avez un quartier que vous envisagez d'aménager, comme par exemple le quartier Saint-Jean à Clermont, vous allez pouvoir plaquer la zone d'aménagement sur la carte stratégique Air et en un coup d'œil localiser les zones polluées les plus, localiser les zones les plus polluées immédiatement. Donc, cette carte stratégique, diapo suivante, elle va vous permettre de hiérarchiser les zones du territoire sous l'angle de la qualité de l'air. Donc, la méthode, elle a été partagée par toutes les régions, elle a été élaborée par l'ensemble des associations de surveillance de qualité de l'air de France et testée sur différentes typologies de territoires et d'exposition à la pollution. Donc, c'est une carte qui est multipolluant, c'est-à-dire qu'elle prend en compte, elle se base sur les 3 polluants urbains réglementés dont nous spatialisons à fine échelle les concentrations annuelles sur l'ensemble de la région grâce à de la modélisation. Donc, les 3 polluants urbains qui sont pris en compte, c'est les particules fines PM10, les particules fines PM2,5 et le dioxyde d'azote. Elle est pluriannuelle, de façon à lisser, alors pour les particules, elle prend en compte les 3 dernières années de façon à lisser les variations météorologiques annuelles qui peuvent influencer
les niveaux de particules. Par contre, pour le dioxyde d'azote, qui est moins influencé par les variations météorologiques, on a fait le choix de prendre uniquement la dernière année disponible, donc en l'occurrence 2022, lors de l'élaboration de cette carte, de façon à prendre en compte l'effet des aménagements routiers, des aménagements urbains du réseau routier qui auraient pu être mis en place récemment et qui peuvent impacter assez rapidement les concentrations de dioxyde d'azote. Enfin, elle prend en compte le cadre réglementaire et le cadre sanitaire, à savoir que cette carte est composée de 7 classes, de A à G. La classe A étant la classe en dessous de laquelle les niveaux sont inférieurs au seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, et ces seuils sont définis comme au-delà desquels un effet sur la santé est avéré. Donc tout ce qui est en bleu sur la carte, c'est vraiment des zones préservées. Ensuite, nous avons intégré les valeurs limites réglementaires actuelles. Donc, elles figurent en carmin marron sur la carte. Donc, on en voit très peu. En fait, il faut s'approcher vraiment du centre des axes routiers. Et puis, elle anticipe les projets de valeurs limites réglementaires à l'horizon 2030, des projets qui ont d'ores et déjà été approuvés par le Parlement européen le 4 septembre 2023 et qui doivent encore être validés pour être définitivement adoptés à l'horizon, assez rapidement pour une application 2030. Donc ça, toutes les zones au-dessus du jaune, orange, rouge et marron sont des zones qui dépassent les valeurs réglementaires à l'horizon 2030. Donc cette carte, elle est disponible dans la cartothèque du site Atmo et puis également dans Terristory. Terristory qui est un outil de pilotage de la transition des territoires qui a été développé à l'initiative de Auvergne-Rhône-Alpes Environnement et dans lesquels nous avons apporté un certain nombre de nos données de qualité de l'air intérieur de façon à les croiser avec des données climatiques et de qualité et de gaz à effet de serre. Marlène, il y a un souci. Oui, il y a Marlène qui a une coupure réseau à Clermont et du coup, nos collègues à Lyon vont reprendre la diffusion de la présentation. Ok. Ne t'inquiète pas, ça revient. Donc ça revient, petit intermède. Marion, c'est bon pour toi pour partager la présentation? J'arrive, faut que je. Bah, le problème, c'est qu'il faut que je connecte mon TSE et sur l'ordi, donc ça va pas le faire parce que ça veut dire que je vais jongler avec le Zoom. Attends, je regarde. J'essaye de mon côté sinon. Excusez-nous pour ces petites coupures. Oui, on peut tout. On peut en profiter si certains ont des questions. Pas encore. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aurais une question là sur des cartes que vous présentiez. Est-ce que vous avez des exemples de projets dans lesquels ça a pu être pris en compte? Alors, ça va venir justement. Ah, C'est la mince. suite de la présentation. Je suis Bon, désolée. désolée. Non, il n'y a pas de souci. Bonjour, moi j'avais une question aussi, si c'est possible dans l'intervalle. Qui est-ce qu'est-ce qui motive la carte stratégique R en fait? Parce moi j'ai bien compris sur les deux outils précédents, mais Alors, voilà, ouais, qu'est-ce qui l'existence motive? de cette carte, qui s'en sert, voilà. Ah, Alors, en fait, qu'est-ce qui motive cette carte? C'est qu'effectivement, nous produisons plein de données. Donc, avant, quand on nous demandait, oui, mais où est-ce qu'on doit implanter un établissement, on disait, ah, bah, la carte du dioxyde d'azote de l'année 2018, elle donne ça. La carte des particules PM10 de l'année 2020, elle donne ça. Et en fait, c'était très complexe. Et donc, il nous a paru nécessaire de créer une seule et unique carte stable. Et en fait, on va voir après que cette carte, elle peut vraiment permettre de simplifier l'approche que vous pouvez avoir vis-à-vis de l'exposition d'une zone à la pollution. Donc, elle va pouvoir, je peux commencer à anticiper la suite. Donc, elle va, par exemple, si vous avez une problématique donc si vous avez des établissements recevant des populations vulnérables sur votre territoire,
Qu'est-ce qu'on appelle l'établissement recevant des populations vulnérables? C'est des établissements scolaires, des établissements d'accueil de jeunes enfants, des hôpitaux, des EHPAD, voire des équipements sportifs. Et en fait, si vous avez, donc si vous voulez déjà avoir un aperçu de l'exposition de l'ensemble de ces établissements pour pouvoir ensuite privilégier des aménagements autour des établissements les plus exposés, ben, cette carte va pouvoir vous donner cette information en un coup d'œil. Et par exemple, sur la métropole, sur la ville de Lyon et sur la ville de Grenoble, donc ils essayent de mettre en place des dispositifs rue aux enfants à proximité des écoles et des crèches. Et en fait, en fait, on les aide à hiérarchiser l'exposition de tous ces établissements et ils vont attribuer des contributions financières, ils vont prioriser les contributions financières sur les établissements qui sont le plus exposés à la pollution. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, ça peut être aussi, vous avez tout un tas d'établissements dont vous envisagez une rénovation énergétique. Eh ben, vous allez prendre en compte l'exposition de ces établissements à la pollution pour adapter le choix des systèmes de ventilation et de filtration et leur performance au niveau de pollution qui sont autour de l'établissement. Donc vraiment, cette carte, c'est une première approche. J'ai mon bâtiment, comment il est exposé? Est-ce que c'est le pignon? Est-ce que c'est la cour? Et comment je peux adapter? Donc ça, c'est pour l'existant. Ensuite, pour un projet futur, donc si vous envisagez de créer une nouvelle crèche dans une zone, comme on peut le voir sur cette carte, eh ben, on va tout de suite voir que bah, la zone la plus exposée, alors là, c'est l'axe routier le plus important, mais parfois, ça peut être une rue qui est canyon, une rue canyon, donc c'est une rue étroite où les concentrations de polluants sont plus importantes, auxquelles vous n'aurez pas pensé. Et cette carte va vous permettre donc de localiser la zone la plus exposée et puis après de mener donc une réflexion en amont sur l'aménagement du bâtiment ou du groupe ou de l'établissement. Donc vous allez pouvoir mettre plutôt un bâtiment écran, donc un bâtiment technique proche de la route, orienter le bâtiment de façon différente, de façon à ce qu'il soit moins impacté par la pollution. Vous allez pouvoir, il va falloir également penser à l'implantation des accès à l'établissement, notamment des rampes de parking. Euh, Là, la photo, on a aussi souvent des problématiques de localisation des entrées et des sorties d'air des parkings. Donc là, c'était une sortie d'air qui arrivait pas loin du jardin de la crèche. Et on peut aller même jusqu'à vous aider dans repenser l'aménagement intérieur d'un établissement en mettant plutôt les pièces peu occupées comme les pièces techniques ou les pièces de change des enfants côté exposé et les dortoirs et les pièces de vie côté préservé. Donc c'est vraiment un outil à disposition pour visualiser la pollution et anticiper. Une dernière utilisation de cette carte est, par exemple, dans les cartes stratégiques, donc encore de façon à anticiper encore plus en amont la prise en compte de cette pollution, on peut l'intégrer dans les documents d'urbanisme, comme les SCOT ou les PLU, et on va pouvoir traduire cette carte en différentes zones qu'on pourra intégrer dans un document d'urbanisme sur lequel on pourra faire des préconisations différentes. Par exemple, dans le cadre du PLUI de l'agglomération grenobloise, ils ont fait le choix de créer une orientation d'aménagement et de programmation qualité de l'air, dans laquelle ils ont distingué donc tout ce qui est orange, ils l'ont traduit en deux zones différentes, les boulevards périphériques et les axes urbains structurants. Et on va retrouver des préconisations qui peuvent être différentes selon ces deux zones. Par exemple, dans la mesure où le foncier est différent si on est sur une rocade ou si on est en centre urbain, on peut avoir, par exemple, d'éviter l'implantation de nouveaux établissements autour du boulevard périphérique, tandis que à proximité des axes urbains structurants, on va privilégier, essayer d'éviter la création de rues canyon, privilégier le retrait, si possible, de l'emplacement d'établissements, que ce soit pas immédiatement sur la rue, etc., etc. Donc, c'est une troisième manière de prendre en compte cette carte stratégique dans l'urbanisme de vos projets.
Il y a un petit guide qu'on a fait paraître avec la ville de Grenoble et la métropole, dans lequel on vous suggère tout un tas de préconisations, que ce soit pour des nouveaux projets ou des projets existants, pour la prise en compte de la pollution dans les bâtiments exposés. Enfin, donc, ce qu'il faut avoir en tête, la démarche globale, c'est d'abord le diagnostic de la qualité de l'air dans la diapo suivante. Donc, ce diagnostic peut être fait avec cette carte stratégique R. Et puis après, une fois que vous avez l'exposition de votre zone, si elle n'est pas exposée, ben, il faudra vous occupiez des problématiques en air intérieur qu'on verra ensuite. Et si elle est exposée, vous allez pouvoir jouer dans le cadre de nouveaux projets sur le choix du lieu d'implantation. Dans le cadre de nouveaux projets également, mener une réflexion sur l'architecture du bâtiment ou de l'établissement. Et pour tout type de projet, futur ou existant, mener des réflexions sur l'aménagement intérieur et les systèmes de ventilation. Et enfin, donc prendre en compte la qualité de l'air intérieur des établissements. Donc à ce titre, donc je vais vous présenter un nouvel outil qui va sortir fin février, donc qui s'appelle DiagQAI. Certains d'entre vous connaissaient peut-être l'outil, le service inventaire. Et donc, ce service bascule en DiagQAI de façon à intégrer une nouvelle réglementation et de façon à prendre en compte les retours utilisateurs. Donc, DiagQAI, c'est un service pour vous faciliter le respect de la réglementation sur la surveillance de l'air intérieur dans les établissements recevant des populations vulnérables. En effet, une nouvelle réglementation sur la qualité de l'air intérieur est parue fin 2022 et elle consiste tout d'abord, tous les ans, en l'évaluation des moyens d'aération et la mesure à lecture directe du dioxyde de carbone. Ensuite, elle est complétée par un autodiagnostic de qualité de l'air intérieur tous les 4 ans, à partir duquel on pourra définir un plan d'action. Ce plan d'action devra être suivi tous les ans. Enfin, à chaque étape clé du bâtiment, qu'est-ce qu'on appelle étape clé? C'est la livraison d'un nouveau bâtiment, des travaux de rénovation, de réfection, des modifications de locaux et éventuellement des aléas comme l'inondation ou les incendies. Lors de ces étapes clés, des campagnes de mesure devront être effectuées, réglementaires, sur les polluants de l'air intérieur, à savoir le benzène, le formaldéhyde et le dioxyde de carbone. Donc, cette réglementation s'adresse à certains des établissements recevant des populations vulnérables. Donc, qui est concerné et à quelle échéance? Les mêmes établissements que la réglementation précédente sont concernés, à savoir les établissements d'accueil de jeunes enfants, les établissements d'enseignement et les accueils de loisirs. Ils sont concernés dès fin 2024 pour la réalisation de l'évaluation des moyens d'aération et pour 2026 pour la réalisation de l'autodiagnostic et la mise en place d'un plan d'action, sachant que le bilan d'aération doit être effectué tous les ans et les mesures aux étapes clés du bâtiment doivent d'ores et déjà être mises en place si une étape clé a lieu dès maintenant. Pour les structures sociales et médico-sociales, les EHPAD, les établissements pénitentiaires recevant des mineurs, cette réglementation est reportée de 2 ans. Donc, la première évaluation des moyens d'aération devra être effectuée fin 2026 et l'autodiagnostic fin 2028. Donc, notre service DiagQAI va vous permettre de répondre aux 2 premiers volets de cette réglementation dès février 2024 dans sa première version. Une deuxième version prendra en compte, vous aidera à intégrer les campagnes de mesure dans l'outil au cours de l'année 2024 ou 2025. Donc, DiagQAI, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme web et une application smartphone qui va vous simplifier vos diagnostics in situ des problématiques en air intérieur. Donc, vous pourrez, dans votre établissement, faire votre diagnostic avec votre smartphone ou une tablette et ainsi vous déplacer pour pouvoir répondre directement sur l'outil web. Donc, c'est un service qui est pour les collectivités, mais également pour les particuliers, parce que donc déjà dans ce service, il y a tout un tas de ressources sur la qualité de l'air intérieur sur les ERP et dans les logements.
Et cet outil va permettre de faire des diagnostics de qualité de l'air intérieur pour les établissements recevant des populations vulnérables, mais également pour les logements. Donc, quelle est la démarche qui est menée dans l'outil? Que ce soit pour l'évaluation annuelle des moyens d'aération ou pour l'autodiagnostic de qualité de l'air intérieur, l'outil va vous proposer de répondre à un questionnaire composé de différents items. Et ce questionnaire est conforme à la grille du ministère, donc conforme à la réglementation. Et ce questionnaire va s'adapter en fonction des réponses que vous allez apporter aux différentes questions. Donc, selon comment vous répondrez, on vous proposera d'autres questions ou pas. À l'issue de ce questionnaire, le service vous propose un bilan et un résultat chiffré. Donc, pour l'évaluation des moyens d'aération, il va vous donner un bilan statistique, c'est réglementé. Et pour l'autodiagnostic, un petit aperçu, donc sous forme d'icônes de différentes couleurs. Donc, dans les icônes, on va retrouver les thématiques du questionnaire qui concernent l'environnement extérieur, la ventilation, la gestion du site, etc. Et selon l'enjeu des différentes thématiques en termes de qualité de l'air intérieur, ils passeront du vert au rouge. Enfin, une note assez subjective sur 100 vous sera proposée. À partir de ce diagnostic, vous allez donc tout un tas de recommandations ciblées en fonction de vos questions et hiérarchisées selon les enjeux de qualité de l'air intérieur vont vous être proposées et vous pourrez choisir les recommandations qui vous intéressent et les ajouter au plan d'action. Ce plan d'action pourra faire l'objet d'un suivi détaillé action par action qui est présenté sur la diapo suivante, dans laquelle vous pourrez identifier qui s'occupe de l'action, quand, à quelle échéance, quel est son coût et l'état d'avancement de l'action. Ensuite, l'outil, une fois que vous aurez fait tout ça, l'outil est donc DiagQA est un service collaboratif et de suivi. En effet, vous allez pouvoir partager les établissements avec d'autres utilisateurs pour compléter, par exemple, le questionnaire à plusieurs. Donc, en effet, ce questionnaire aborde différentes thématiques qui nécessitent des compétences en ventilation, qui nécessitent de connaître l'usage des bâtiments, etc. Donc, vous allez pouvoir partager le questionnaire pour le compléter à plusieurs. Et également, ce questionnaire, ce diagnostic cet établissement, va pouvoir être partagé avec l'EPCI dont dépend l'établissement pour que l'EPCI ait une vision globale des diagnostics menés sur son territoire. Donc, voilà. Et ensuite, l'EPCI va avoir un système de notification pour suivre les mises à jour. Et enfin, avec le tableau de bord, vous allez pouvoir voir l'avancement des différents plans d'action des établissements qui vous sont partagés. Donc, ne ratez pas les prochaines étapes. Donc, ce service va être ouvert fin février. Nous allons communiquer dessus grâce aux différents réseaux sociaux et des webinaires de formation vous seront proposés. Merci Magali et bravo pour la petite coupure technique. Je t'en ai bien sorti. Je vais vous présenter. Juste avant que tu poursuives, Guillaume, est-ce que tu pourrais nous préciser, Magali, comment ça va se passer le partage des questionnaires sur DiagQA, s'il te plaît, nous demande Mélina Laroche dans le chat. En fait, il suffira il y a un petit bouton sur l'établissement et en fait, on va choisir partager et le service renvoie un lien qu'on peut envoyer par mail en disant, bah voilà, je te partage mon établissement. Il y aura un système de partage en lecture ou en écriture selon comment on veut partager le dossier. Merci à toi, Guillaume. Merci Marion. Alors oui, donc je vous présente la Captothèque, donc qui est un service qui permet à tout à chacun de venir donc explorer la qualité de l'air qui l'entoure et donc permettre aux citoyens de mesurer eux-mêmes la qualité de l'air qu'ils respirent. Alors la Captothèque, donc c'est un service qui permet donc d'emprunter gratuitement un microcapteur de mesure de particules fines pour venir donc explorer la qualité de l'air, comprendre les phénomènes locaux et échanger aussi avec des experts autour du sujet.
Donc, il y a 3 axes de développement sur ce service. Tout d'abord, ça permet de sensibiliser à la qualité de l'air donc par l'expérimentation, puisque c'est vraiment les citoyens expérimentateurs qui vont faire les mesures eux-mêmes avec leurs microcapteurs. Et donc, ça permet de favoriser la compréhension collective de la qualité de l'air, notamment donc, grâce à des ateliers dialogue. Et ça permet également de venir collecter des mesures indicatives sur les territoires au niveau local. Donc, je dis bien mesures indicatives par opposition aux mesures réglementaires qui sont faites donc, par nos stations de mesure, qu'on va retrouver dans Air2Go ou aussi sur le site web d'Atmora. Alors, on va s'intéresser maintenant au processus d'inscription par lequel donc, vont passer tous les expérimentateurs pour participer à la Captotech. Donc, c'est un service qui est en amélioration continue et qui a été beaucoup automatisé, notamment sur le processus d'inscription et sur toute la partie logistique. Cependant, ça nous permet d'apporter un fort accompagnement humain à tous les expérimentateurs qui peuvent nous joindre. Donc, on est une petite équipe de 2 à 3 personnes qui sommes joignables tout au long de la session de mesure qui va durer en général 3 semaines. Donc, les inscriptions sont désormais ouvertes sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. On va pouvoir réserver son microcapteur en fonction des places disponibles. Puis, on va recevoir ce microcapteur donc, par la poste et donc commencer à faire ses propres mesures. Alors, soit on va faire des mesures libres, mais aussi on peut être incité par l'équipe Captotech pardon, à faire des challenges ou des missions qui sont en fait des mesures tutorées. Et puis, on va retrouver aussi sur la plateforme tout un ensemble d'articles pédagogiques pour venir mieux comprendre les phénomènes atmosphériques qu'on peut venir observer avec ces microcapteurs. Et enfin, le point d'orgue de cette session de prêt, c'est un atelier d'échange qu'on appelle atelier de dialogue, où donc tous les expérimentateurs vont pouvoir participer. Alors ça peut se passer soit en visio, soit en présentiel, vont discuter donc avec l'animatrice du service Captotech, mais aussi avec un correspondant territorial pour mettre en valeur et discuter de toutes les mesures qui ont pu être effectuées. Et puis enfin, les capteurs donc, nous sont retournés par la poste. Et ce qui nous permet donc de venir les contrôler et de les envoyer aux prochains expérimentateurs. Alors, on va le voir sur la slide suivante. Donc, le dispositif Captotech, en fait, est basé sur 3 éléments. Donc, tout d'abord, il y a un parc d'environ 200 microcapteurs. Donc, c'est bien des microcapteurs de particules fines. Et pour faire fonctionner ces microcapteurs, il y a une application qui a été développée donc, en interne qui s'appelle l'application Captotech et qui permet donc de voir en direct la mesure qui est faite par le microcapteur. Puis, dans un second temps, les mesures qui seront sur votre application vont remonter sur la plateforme web de la Captotech, donc une plateforme communautaire sur laquelle tout le monde va pouvoir consulter les mesures sous réserve de créer son compte sur captotech.fr, va venir pouvoir consulter les mesures et aussi échanger avec les expérimentateurs. Donc, c'est un service qui a été lancé en 2020 sur les territoires partenaires, donc les 4 grosses agglomérations, Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble, le Pays Voironnais et aussi 5 EPCI donc de la vallée de l'Arve. Et face à ce succès, donc, Atmora a décidé de déployer tout le service Captotech sur tout le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc aujourd'hui, on a déjà effectué plus de 3000 prêts. Il y a un total de 7000 utilisateurs qui sont inscrits sur la plateforme Captotech. Et en 2024, il y aura un peu plus de 600 prêts disponibles à l'échelle de la région. Donc, on va voir maintenant sur la prochaine slide les différents contextes dans lesquels ces microcapteurs donc, de particules fines vont pouvoir être utilisés. Donc, on va pouvoir utiliser ça en mobilité, donc soit dans les transports en commun, à vélo, mais aussi dans sa voiture. Ça peut être aussi utilisé pour venir mesurer l'impact du chauffage au bois et de la combustion, soit sur l'air intérieur, mais aussi sur l'air extérieur. Par ailleurs, on peut venir aussi mesurer des contextes tels que la pollution industrielle ou les phénomènes naturels, notamment par exemple les couches d'inversion thermique qu'on observe en hiver, qui fait souvent donc déclencher des vigilances pollution.
eh bien, tous ces contextes-là peuvent être explorés donc avec ces microcapteurs. Alors, quelques exemples de mesures pour illustrer mes propos. Vous avez en haut à gauche donc une un des types de mesures les plus souvent effectuées. Ça va être un trajet vélo-boulot où la personne, l'expérimentateur, va pouvoir mesurer, évaluer son exposition individuelle tout au long de son trajet. Et bien sûr, les couleurs que vous retrouvez ici correspondent à l'indice national donc de qualité de l'air. On retrouve les 5 couleurs du vert jusqu'au violet écarlate. En bas à gauche, vous avez une mesure qui est faite en air intérieur, donc qui permet de venir caractériser la qualité de l'air donc à l'intérieur de son logement. En l'occurrence, ici, donc, on va pouvoir mesurer l'effet de l'aération sur la qualité de l'air de son logement et voir donc le temps nécessaire pour retrouver donc une bonne qualité de l'air intérieur lorsque celui-ci a été pollué. Et enfin, donc, pour faire un petit lien avec le chauffage au bois, la captothèque a été beaucoup utilisée par les collectivités, notamment pour aider à la compréhension et à la présentation, par exemple, des fonds air-bois, puisque c'est un outil de mesure très pratique pour venir caractériser les émissions de son chauffage au bois, donc soit en air intérieur, soit en air extérieur. Alors, donc, pour résumer, voici donc une petite carte. Donc, ça, c'est la carte du dernier mois de mesure. Et on voit donc que l'ensemble des Mobi, désormais, se déploie sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, pour rappel, c'est un service gratuit pour tous et qui est disponible donc sur toute la région. Et donc, vous l'aurez compris, si vous voulez répondre à la demande des citoyens qui désirent mieux comprendre la qualité de l'air et s'interrogent sur leur exposition individuelle, si vous voulez les fédérer autour de la qualité de l'air et les faire monter en compétence sur ce sujet, la Captothèque a donc été conçue pour répondre à ces besoins. Et donc, il vous suffit de vous connecter ou d'inviter vos concitoyens à se connecter sur la plateforme captothèque.fr et tout se déroule en ligne par la suite. Je vous remercie et donc je passe désormais la parole à Florent qui va nous présenter donc la surveillance pollinique. Ouais, merci Guillaume pour la transition. Donc, je suis Florent Rose, responsable du programme de surveillance pollinique à Atmo. Et effectivement, je vais vous parler un petit peu de deux outils de lutte contre l'ambroisie en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, parmi tous les sujets qui ont attrait à la qualité de l'air, le sujet des pollens est de plus en plus prégnant dans les mesures où les pollinoses, donc les allergies au pollen, sont de plus en plus présentes dans la population et représentent vraiment une dégradation de la qualité de vie qui est directement ressentie par le public. Sans compter les coûts économiques qui sont assez énormes chaque année en termes d'arrêt de travail pour l'assurance maladie. Donc là, on voit quelques éléments de contexte. Donc, comme je l'ai dit, on a quasiment un quart de la population qui souffre d'allergie au pollen et ce chiffre est en augmentation. Donc, on a vraiment de très grosses attentes et de grandes préoccupations de la population sur ce sujet. Et à Atmo, nous répondons donc à cette problématique via notre programme qui s'appuie globalement sur trois volets. Donc, un volet communication, que ce soit au niveau du grand public ou des collectivités ou des services de l'État. Cette communication vise bien évidemment à réduire in fine l'exposition du public au pollen et, comme je l'ai dit par ricochet, c'est de réduire l'impact économique de cette gêne. Et le troisième volet, c'est, je dirais, un petit peu une amélioration continue parce que chaque année, nous travaillons à moderniser notre surveillance pollinique, que ce soit par l'amélioration des techniques de modélisation et par une veille technique continue sur les nouvelles métrologies de pollen qui viendront dans les années futures. Ça, c'est un sujet que je laisse de côté pour aujourd'hui. Alors, sur la slide suivante, on a un petit focus donc, sur l'ambroisie qui nous occupe aujourd'hui. Alors, comme vous le savez très certainement, notre région est une des plus touchées, et même la plus touchée en France. On voit sur ce cadastre d'exposition que notre région est quasiment entièrement colonisée par la plante, où elle trouve un climat très propice à son développement. On a des zones de prévalence très nettes, donc l'axe central de la région, hein, globalement des plaines de l'Ain jusqu'à la vallée du Rhône, mais également toute la moitié nord de l'Auvergne qui est très touchée. Sur le reste du territoire, on la trouve aussi
un peu partout à différents degrés. Et facteur aggravant, donc l'ambroisie émet un pollen qui est parmi les plus allergisants, hein, parce que quelques grains par mètre cube seulement suffisent à déclencher des réactions allergiques chez les personnes sensibles. Donc là, on a vraiment un sujet majeur de santé publique dans notre région. Donc sur la slide suivante, voilà, donc fort de ce constat qui est assez préoccupant, chaque année à Atmo, un de nos objectifs, c'est de faire une évaluation annuelle, un bilan pour l'année N-1 de l'exposition de la population au pollen d'ambroisie. Donc ce bilan que nous publions globalement à la fin du printemps, en général, hein, fin mai, début juin, vous offre une information évidemment cartographique, hein, qui vous montre les zones les plus touchées par, par la plante. Donc là, c'est l'exemple de la carte 2022. Donc on retrouve bien les deux zones, hein, que j'ai décrites, l'axe central et l'Auvergne. Et en 2022, il avait été estimé que les 3 quarts de la population de la région étaient soumises à plus de 20 jours à des concentrations de pollen susceptibles de déclencher des réactions allergiques. Donc là, il y a un sujet chez nous. Cette information géographique, nous la déclinons également sous forme de chiffres pour vous proposer vraiment l'information la plus précise possible, et nous la déclinons par département. Donc, pareil, pour vous offrir une information précise et la plus locale possible. Alors, la finalité de ce bilan sur la slide suivante, donc comme je vous l'ai dit, c'est de vous proposer l'information la plus factuelle, précise, pour vous aider dans votre lutte contre l'ambroisie. Donc ça vous permet d'identifier bien évidemment les secteurs les plus impactés pour vous permettre de mettre en œuvre de façon la plus appropriée les techniques d'éradication de la plante. Et le deuxième grand intérêt, c'est de mieux sensibiliser la population et que le public puisse s'approprier le sujet. Ça, c'est un point extrêmement important. J'y reviendrai juste après quand je parlerai de signalement ambroisie. Donc ce bilan, comme je vous l'ai dit, sera disponible, enfin le bilan pour l'année dernière de 2023 sera disponible fin mai, début juin. Il sera bien évidemment librement téléchargeable sur notre site internet. Nous pouvons également directement vous l'envoyer, il suffit de nous en faire la demande pour que je vous rajoute dans la liste de diffusion. Et également, nous vous proposons la carte d'exposition de la population via notre cartothèque. Elle sera librement consultable. Voilà. Donc, je parlais juste avant d'appropriation de la thématique par le public. Ça me fait ma transition pour vous parler de signalement ambroisie, qui est un outil coopératif, cette fois, qui permet à tout à chacun, partout sur le territoire, de signaler la présence de la plante, qui permet donc d'une part d'alimenter nos cadastres de présence de la plante. Donc c'est un maillon essentiel dans nos modélisations. C'est une information extrêmement précieuse. Cette connaissance permet également de mieux articuler les travaux de tous les acteurs sur le terrain et encore une fois de mobiliser le grand public dans la lutte contre l'ambroisie. Alors cet outil est disponible sur application mobile, donc que ce soit Android ou Apple, mais également directement sur le site internet signalement-ambroisie.fr. Alors le principe sur la slide suivante est très simple, hein. Dès lors que des personnes font des signalements via cette application, via cet outil, l'ensemble de ces informations sont centralisées sur des bases de données et les référents ambroisie sur les différents territoires reçoivent donc ces signalements et les traitent pour coordonner les actions de lutte et surtout les adapter en fonction de la situation. Parce qu'évidemment, suivant que vous ayez 2 ou 3 plantes ou des champs entiers infestés, vous pourrez avoir soit du simple arrachage manuel, ça peut suffire, ou des techniques mécaniques beaucoup plus lourdes. Et cette adaptation est permise par ce type d'outil. Donc cet outil est porté conjointement par l'ARS, Fredon, le RNSA, donc un autre grand acteur de la lutte contre l'ambroisie et de la surveillance aérobiologique en France, Alcant qui est le développeur, et évidemment Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Et je crois qu'il me reste à vous remercier de votre attention et je passe la main pour la dernière partie.
et je ne sais plus à qui. Merci Florent. Je vais vous présenter la plateforme Air Attitude. Alors, Air Attitude, on l'a créée parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'actions qui étaient menées sur les territoires en faveur de la qualité de l'air, mais qu'elles n'étaient pas toutes connues des autres territoires et pas suffisamment peut-être connues du grand public. Et si elles étaient identifiées, eh bien, les habitants n'avaient pas vraiment conscience de leur portée et de leur impact concret. Donc, nous étions régulièrement confrontés à ces questions et on a donc décidé de mettre en place cette plateforme qui recense les actions qui sont favorables à l'air, au climat et à l'énergie sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'idée, c'était aussi d'aller plus loin que le recensement des actions et d'aller proposer l'impact concret au travers des évaluations que faisait Atmo dans certains travaux et donc de rendre plus systématique ces évaluations. Alors, donc dans cette plateforme, nous avons souhaité mettre sur un même pied d'égalité les organisations. Donc, il s'agisse des acteurs de l'État, les collectivités, les entreprises, les associations, mais également les citoyens qui agissent au quotidien. Et le but, c'était de mettre en valeur une communauté d'acteurs qui agissent en faveur de l'amélioration de l'environnement. Alors, vous avez deux exemples d'actions. À gauche, une action organisation et à droite, une action citoyenne. Et vous voyez que sur ces vignettes, donc, il y a des chiffres ici en tonnes, en kilogrammes et en mégawattheures. Alors, si on prend cette action, la rénovation du centre nautique de la commune de Bourg-Saint-Maurice, eh bien, en fait, il s'agit des gains, justement, dont je vous parlais sur, en fait, Atmo, sur la base des hypothèses que nous a transmis la commune, eh bien, Atmo a pu évaluer la quantité de gaz à effet de serre évitée, les polluants atmosphériques et la consommation d'énergie évitée grâce à ces travaux en comparaison à la situation antérieure. Donc, Air Attitude permet de mettre en avant le bénéfice et l'impact réel des actions qui sont portées par les organisations, mais également celles du public, puisqu'on réalise des évaluations sur la base de la littérature scientifique. Alors, des actions comme celle-ci, il y en a dans la plateforme sur de nombreuses thématiques, l'agriculture, le chauffage, les logements, la mobilité, d'où la transversalité air, climat, énergie. Donc, vous allez pouvoir déclarer vos actions à titre individuel en tant qu'habitant et citoyen, mais vous allez aussi pouvoir donc, valoriser les actions de votre collectivité et découvrir celles qui existent déjà ou qui sont menées ailleurs. L'idée étant de s'inspirer ou d'avoir un retour d'expérience de ce que font les autres. Au fil des déclarations citoyennes dans la plateforme, donc une personne qui crée un compte et qui explique qu'il va au travail à vélo, qui déclare réguler son chauffage, apporter ses déchets en déchetterie et des actions qui sont complétées par les organisations, les gains s'additionnent et remontent en page d'accueil dans un compteur général. Et l'idée, c'est d'illustrer l'effort collectif qui a été mis en place par la communauté. Aujourd'hui, nous avons près de 200 actions d'organisation qui sont référencées sur la plateforme. Donc, on a une belle répartition géographique. Vous avez ici quelques acteurs qui ont contribué. Et tous ces contenus sont relayés et disponibles dans la plateforme Air2Go, dans l'application smartphone Air2Go que vous présentez tout à l'heure, Guillaume. Et ce lien, il est permis pour faire la boucle avec l'API, justement, dont je vous parlais au début. Je vous propose de découvrir 3 exemples d'actions qui ont été menées par des partenaires qui se sont appuyés sur la plateforme. Alors, on a depuis l'année dernière, on a une diffusion de bons gestes pendant 6 mois qui ont été diffusés dans les transports en commun lyonnais. Donc, ça a donné lieu à 15 vidéos de 2 minutes sur des actions citoyennes. Et on les a développés avec donc, Citral Mobilité et Keolis et on vous propose de pouvoir les télécharger, de les utiliser gratuitement dans vos supports. On a également la commune de Passy qui souhaitait mener une campagne pour faire découvrir les actions que menait la collectivité aux habitants et aussi d'embarquer les habitants dans ces bons gestes et donc faire de la pédagogie. Donc, ils ont
créé une page web, ils ont dédié une page web où ils ont intégré les actions d'Eratitude parce que ça fonctionne encore une fois comme des widgets que vous pouvez directement intégrer dans votre site. Une actualité, des affichages sur les équipements municipaux, une campagne de presse également. Et enfin, on a Grenoble-Alpes Métropole qui a proposé de faire découvrir la plateforme sur 80 écrans situés dans les espaces qui accueillent du public sur l'agglomération grenobloise. Donc ces actions-là, elles ont vraiment permis de considérablement augmenter la communauté d'acteurs engagés sur ces territoires. Donc, Air-Attitude, c'est la preuve et l'opportunité qu'on peut amener le sujet de la qualité de l'air d'une façon beaucoup plus engageante. Souvent, c'est un sujet où on peut entendre qu'il est anxiogène. Et donc, voilà, c'est une opportunité de donner aussi à voir vos actions et leur impact à l'échelle régionale et dans de nouveaux supports que ceux que vous utilisez habituellement. J'en ai terminé avec cette présentation. Donc, nous avons fait le tour d'horizon de l'ensemble des services qu'Atmo peut vous proposer. Certains plus techniques pour vos diagnostics et d'autres plus à des visées de communication. Nous avons conscience que tous les territoires ne sont pas égaux vis-à-vis de la qualité de l'air. Pour certains, il s'agit d'une réelle préoccupation qui se traduit dans vos PCAET avec des objectifs à atteindre. Et d'autres ont la chance d'être beaucoup plus préservés. Pour autant, l'enjeu, c'est de conserver cette bonne qualité de l'air et de veiller à ce qu'elle ne se dégrade pas à moyen et long terme, et aussi de s'inscrire dans une dynamique régionale et des objectifs qui sont visés par le SRADET. La qualité de l'air, c'est un sujet transversal à de nombreux projets que vous menez sur votre territoire, qu'il s'agisse d'un projet d'aménagement routier, de la création d'une ligne de bus, de l'implantation d'une nouvelle école ou d'un chantier, eh bien, on touche systématiquement au sujet de la qualité de l'air. Que ce soit pour l'air respiré pour les habitants à proximité ou soit les usagers des infrastructures. Et ça, on l'a bien compris avec la présentation de Magali sur les cartes stratégiques. Pour conclure, toutes les données et le travail que produit Atmo, ça n'a de sens que si c'est utilisé. Et vous avez vu, les occasions de communiquer sont nombreuses. En tant que collectivité, vous avez de nombreux outils et notre objectif, bien, c'est de vous apporter les services dont vous pouvez avoir besoin dans vos stratégies de planification territoriale et vous aider à sauter le pas. Donc, nous allons à ce titre prochainement proposer un centre de ressources sur le site internet, notre site internet. Nous allons essayer de réorganiser et de vous présenter ces services par le prisme de vos besoins. Donc, si par exemple, vous souhaitez communiquer sur la Captothèque et faire découvrir ce service à vos habitants, eh bien, l'idée, c'est de vous fournir un article prêt à l'emploi. Et nous vous proposons de vous adresser à ce centre de ressources lorsqu'il sera finalisé. On va passer aux questions-réponses. Simplement, pendant le temps des questions-réponses, on vous proposera un petit sondage directement dans le Zoom pour nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire, nous faire part de vos besoins éventuels qu'on n'aurait pas diagnostiqués. Et l'idée, c'est de proposer de renouveler l'expérience de ce webinaire en mars, de tenir compte de ce que vous nous aurez dit. Et donc, n'hésitez pas à en parler aux différents services autour de vous, urbanisme, sur la qualité de l'air intérieur. Merci d'avance et je vous laisse échanger, nous dire les questions qui n'ont peut-être pas été suffisamment été répondues dans le chat ou sinon Marion pourra proposer une synthèse des questions. Merci à tous. Alors, dans le chat, en fait, il y a eu beaucoup de questions durant la présentation de Magali, notamment sur l'évolution en fait d'inventaire qui va devenir Diag QAI. Donc, on a eu des questions un peu techniques sur le service, mais la première et la plus importante, je dirais, c'est est-ce que le service Diag QAI est payant, Magali?
Alors, le développement d'IAQI a été permis grâce au financement de la région et inventaire, enfin voilà, grâce au financement de la région et un financement complémentaire va être apporté par l'ARS à partir de cette année dans le cadre du plan régional santé-environnement 4 pour permettre à toutes les collectivités de la région Auvergne-Rhône-Alpes de l'utiliser. Toutefois, nous continuerons d'accompagner nos adhérents pour l'usage de cet outil, en plus d'un webinaire de formation pour tous. De ce que j'ai vu aussi, Marion, il y avait des questions sur la transition entre inventaire et DIAC-QAI. Oui, c'est ça. Les personnes s'interrogent. En fait, je pense qu'elles ont déjà un compte sur Inventaire et elles se posent la question si elles auront le même compte et si les données seront reprises ou s'il faut tout recréer de zéro. Alors, le compte sera conservé, les questionnaires seront transférés, mais au format PDF. Donc, si vous avez des questionnaires en cours, je vous invite à les terminer parce qu'en fait, le service évolue quand même beaucoup et il est trop difficile. Enfin, on ne peut pas transférer, enfin, on n'a pas tout à fait la même chose d'un côté et de l'autre. Et donc, par contre, chaque utilisateur aura accès à des archives en fait avec les dossiers d'inventaire sous son compte. Et le partage, tu y as répondu pendant la présentation. Donc, le partage, donc il y a vraiment chacun. Donc, en fait, l'utilisateur va créer un établissement. Donc, à vous de voir si dans une collectivité, c'est la personne en charge de la petite enfance qui crée tous les établissements. Et ensuite, après, il va partager l'établissement avec chaque responsable et gestionnaire d'établissement, par exemple. Ou si c'est à l'initiative des gestionnaires et auquel cas, ils permettront, ils partageront leur établissement avec l'instance supérieure en lecture ou en écriture. Et pour les départements et les régions, moyennant, enfin, en fait, lors de la création d'un compte, on va demander à l'utilisateur si il donne son consentement pour que le département ait accès à tous les dossiers de type collège, dans la mesure où il a la compétence collège, et de la même manière pour les lycées avec la région. Merci Magali. Donc ça, c'était beaucoup de questions sur Dial QAI. Il y a quand même d'autres questions qui sont arrivées là à la fin de la présentation. On a notamment Caroline Berceau. Là, c'est une question pour toi, Marlène. Tu as évoqué le centre de ressources. Elle nous pose la question de l'échéance de mise à disposition de ce centre de ressources. Est-ce que tu as déjà une visibilité là-dessus? Oui, je pense que le prochain webinaire que l'on organisera sera le 14 mars, jeudi 14 mars. Donc, on pense être prêt pour cette date. Et donc, à ce moment-là, vous l'envoyez et vous le partagez. On a commencé déjà la réflexion. On aurait aimé que ce soit prêt pour aujourd'hui, mais c'est pas le cas. Désolée. Et enfin, une dernière question qui est arrivée aussi en fin de présentation dans le chat. Alors, cette fois-ci, si j'enlève le sondage, c'est une question de Gaëtan Juillat, j'espère ne pas écorcher le nom, pour Oulin-Pierre Bénite. La question, c'est est-ce que Atmo est déjà sollicité, notamment par les DREAL et l'ARS, pour effectuer des mesures des rejets industriels dans l'air? Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un autour de la table qui peut nous répondre. Moi, je peux peut-être apporter quelques éléments. Je suis Marie Natale, je suis la directrice d'Atmo. C'est plutôt du coup Raphaël Desfontaines qui est la personne référente sur ce territoire qui pourra vous donner plus de détails. Mais la première réponse que je peux vous dire, c'est que bien entendu, on travaille la main dans la main avec l'Adréal pour faire le suivi de la qualité de l'air ambiant. Donc, si la question est est-ce qu'on fait des mesures à la sortie des cheminées d'installations industrielles, la réponse c'est non, puisque ça, on ne fait pas ce type de travail. C'est plutôt des bureaux d'études qui font ce travail-là. Par contre, nous, on a différents points de mesure qui permettent d'avoir une idée de la qualité de l'air ambiant dans les zones industrielles ou à proximité. Et on fait ça, bien entendu, avec les collectivités et avec l'Adréal. Si vous voulez avoir plus d'informations ou des informations plus précises, il faut se rapprocher de Raphaël Desfontaines qui pourra vous donner plus d'informations. Merci.
Il y a encore des questions qui arrivent dans le chat. Alors, je prends connaissance en même temps. Là, ça va plutôt être une question pour Guillaume. Euh, alors, concernant la captothèque, est-ce qu'il n'est pas préférable d'utiliser un capteur de la captothèque au lieu de données, plutôt que des données modélisées qui sont largement fausses, notamment concernant tout ce qui concerne la pollution au bois, pour implanter un projet? En fait, les 30 fixes utilisés sur Grenoble, est-ce qu'ils ont permis d'avoir les mêmes conclusions que celles qui ont été trouvées à Oxford, ou le résultat d'une étude dont on me donne le lien, Guillaume, qui est une étude du coup sur Oxford. Ok, merci pour cette question intéressante et dense. Alors, je suis pas sûr de pouvoir apporter tous les éléments de réponse, mais voilà, ouais, peut-être que Gladys pourra m'aider. Alors, ce que je peux déjà dire, c'est qu'en fait, nos microcapteurs mobiles donc, ne donnent que de la mesure indicative et ne fait pas de réglementaire. Donc, ça reste quand même le boulot des stations de mesure. C'est pas du tout les mêmes coûts, pas le même encombrement. Cependant, l'expérience qui a été faite sur Grenoble depuis déjà un peu plus de 2 ans, c'est l'implantation des 30 fixis permet de venir donc mesurer bien sûr la concentration en particules fines sur une trentaine de communes de l'agglomération. Et on est en train donc d'utiliser ces données faites par microcapteurs fixes pour améliorer la modélisation donc de la qualité de l'air. Mais c'est des travaux qui sont encore en cours et qui vont se développer aussi prochainement sur. Voilà, il y a d'autres projets de déploiement sur d'autres agglomérations. Est-ce que Gladys, tu veux apporter d'autres compléments peut-être à ce sujet? Oui, alors en fait, les capteurs qui sont utilisés dans le cadre de la captothèque, c'est des capteurs qui sont donnés à titre pédagogique au niveau des utilisateurs, et les données en tant que telles, on ne peut pas les utiliser directement dans nos cartes parce que c'est des capteurs qui vont être en mobilité. On ne sait pas exactement dans quelles conditions les personnes les utilisent. Si par exemple elles sont en intérieur chez eux, on ne peut pas utiliser cette donnée, nous, pour nos cartographies qui modélisent la qualité de l'air extérieur. Par contre, comme disait Guillaume, on a des capteurs équivalents qui sont installés en fixe sur 30 communes sur Grenoble et qui permettent justement de faire cette expérience, de savoir si on avait des microcapteurs fixes déployés plus largement sur le territoire, est-ce qu'on pourrait affiner ou non nos modélisations. C'est encore en cours d'expérimentation. Les 2 années écoulées nous ont montré qu'on pouvait éventuellement mettre en évidence des phénomènes ponctuels qui ne sont pas toujours vus par ailleurs grâce à ces microcapteurs. Et donc, on finalise cette année en mettant en parallèle de ces microcapteurs certaines de nos stations de mesure réglementées, de voir la pertinence de ces capteurs pour l'intégration dans nos modèles. On est obligé de les recaler avec nos stations de référence qui, elles, ont légitimité d'être utilisées dans nos modèles. Merci Gladys. On avait une question sur le widget, s'il était déjà existant, disponible, et les modalités pour le récupérer. Donc, pour information, Marlène a bien répondu en mettant le lien dans le chat. Et oui, le widget est d'ores et déjà disponible et peut être récupéré via notre site internet. Et on a une dernière question, encore pour Diag QAI. Est-ce que il y a déjà des dates de webinaire pour formation ou présentation de Diag QAI? Non, pas encore. Mais on informera tous les utilisateurs d'inventaire déjà pour commencer, plus les participants d'aujourd'hui, plus nos membres, plus enfin, voilà, on fera une large communication. Merci Magali. Et on a une dernière question qui vient d'arriver que je copie-colle, qui est pour Guillaume, pour la captothèque. Donc c'est Laura Gaillard qui visiblement se trouve dans l'Allier. Donc concernant la captothèque, pour un projet de mesure qui se ferait de manière tutorée avec donc de la réalisation de challenges et les réunions d'échange telles qu'on les connaît, est-ce que on a un retour sur la durée que cela prendrait? Un peu plus de 3 semaines de mesure, 6 mois, 1 an? Merci Guillaume.
Alors, merci pour cette question très intéressante, puisqu'en fait, c'est un autre pan du dispositif Captotech. Il y a une partie qui sert donc à faire donc, le service Captotech disponible à tout le monde. Et par ailleurs, on utilise parfois des petits parcs de microcapteurs pour venir mener ce qu'on appelle avec les territoires des études spécifiques, alors qu'ils peuvent être sur des thématiques assez variées. Mais j'ai des exemples en tête où on a fait des études spécifiques pour inclure donc les citoyens à la mesure de l'impact du chauffage au bois, par exemple, sur des territoires très réduits. Et alors, effectivement, on peut aller plus loin que 3 semaines, oui, sans problème, selon la thématique, la problématique qu'on veut venir caractériser. Et le temps qu'on a, bien sûr, on peut dépasser le mois. On fait des études jusqu'à 2 mois parfois. On n'a jamais fait jusqu'à 6 mois, mais ça peut être un challenge tout à fait intéressant à relever. Merci Guillaume. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment dans le chat. Ah si, ça y est, les gens mûrissent post-présentation. Alors, c'est Marielle Fonverne de Vichy et c'est pour Magali, c'est une question carte stratégique R. Alors là, c'est l'exemple qui a été pris dans la présentation sur Grenoble avec les axes routiers ne l'a pas forcément convaincue. Elle se pose la question de la pertinence de l'échelle pour faire la prévision d'aménagement plus fine dans un quartier. C'est assez évident que les axes ont un effet repoussoir pour implanter un établissement recevant du public ou du logement. Voilà. Donc du coup, est-ce que on aurait d'autres exemples de cartes stratégiques R ou est-ce que tu as des précisions à apporter, Magali? Alors effectivement, la carte stratégique, c'est un premier outil, c'est une première approche qui nécessite après quand même d'aller de façon plus fine. Bon, déjà pour des établissements existants, on peut aussi voir que, en fait, nous, au départ, enfin, on peut voir que c'est le pignon qui est plus exposé que la façade, enfin, des choses comme ça. Et après, effectivement, sur des aménagements urbains assez fins, il faudrait il faudrait de la modélisation en 3 dimensions pour localiser les bâtiments pour un projet futur et voir comment va se disperser la pollution entre les bâtiments. Mais ça reste un outil de première approche. Ça permet quand même vraiment de hiérarchiser les enjeux de pollution sur un territoire. Et après, pour l'instant, les cartes intégrées dans les documents d'urbanisme ne sont pas prescriptives, mais ça permet quand même de donner, de la même manière qu'on hiérarchise la pollution, on va hiérarchiser les préconisations un peu par rapport aux différentes zones de cette carte stratégique. Merci Magali. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser dans le chat. Il y a beaucoup de personnes qui nous remercient aussi pour la qualité de la présentation et l'ensemble du travail que vous avez présenté aujourd'hui. Donc, s'il n'y a plus de questions, eh bien, voilà, donc le webinaire dont on vous parlait tout à l'heure, où on représentera ces outils, et donc le jeudi 14 mars aux mêmes horaires qu'aujourd'hui pour les collectivités. Donc, nous vous enverrons le support, comme nous vous l'avons précisé. Nous vous remercions pour votre écoute et à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Des messages d'ordre.